VOA Afrique. À 2 ans de la fin de son mandat, le président Alassane Ouattara a annoncé une amnistie en faveur d'environ 800 personnes, dont l'ancienne première dame, Simone Gbagbo. Quel chemin vers la réconciliation des cœurs en Côte d'Ivoire? C'est le thème de cette nouvelle édition. Suite à la crise post-électorale de 2011, ce geste de décrispation est applaudi par la classe politique. Le président Ouattara, qui a lancé un nouveau parti unifié, a promis une réforme de la commission électorale et exprimé le vœu de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Quelles sont ses intentions? Quel impact sur l'échéance électorale de 2020? Autant de questions que nous aborderons dans ce Washington Forum. Bonsoir à tous, bienvenue sur VOA Afrique. L'ancienne première dame Simone Gbagbo est libérée après 7 ans de détention. La dame de fer a bénéficié de l'amnistie de 800 personnes proclamée par le président Alassane Ouattara dans le but de favoriser la réconciliation en Côte d'Ivoire. Un reportage de notre correspondant Ibrahim Tunkara. Condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, Simone Gbagbo a recouvré la liberté au terme de 7 années de détention. Et avec elle, une centaine de détenus, dont de hauts responsables politiques du Front populaire ivoirien, le FPI. Dans les rues d'Abidjan, cette amnistie accordée par le président Ouattara est saluée par ses compatriotes. Je pense que la décision d'amnistie qui a été prise est une décision salutaire. Même si pour moi elle arrive un peu tardivement, j'aurais souhaité qu'elle arrive un peu plus tôt par rapport à la nécessité qu'est un peu la réconciliation pour notre pays. Parce qu'on a traversé des moments très difficiles et il était important pour lui en tant que premier responsable de ce pays de chercher à rassembler très tôt les enfants du pays au sortir d'une telle crise. C'est la décrispation, en tout cas c'est la joie de libérer cette dame. Surtout qui est très gentil, Lida Moïse et les autres. En tout cas, c'est la décrispation qu'on voit, on sent que la réconciliation est là. Alors, concernant l'amnistie, je voulais dire que c'est bien fait. Moi, il y avait le plénaire bien fait parce que ça permet de décrisper même l'atmosphère. Aujourd'hui, vous voyez dans tout le milieu politique, tout le monde est content. L'avocat de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire se réjouit évidemment de cette amnistie et de la libération de Simone Gbagbo. Déjà, ça fait du bien à ceux qui sont libérés de prison, mais également à ceux qui sont libérés depuis longtemps, qui vont voir leur condamnation se faire effacer. Donc forcément, ça fera des heureux. Et quand il y a des gens qui sont contents, ça décrispe toujours un peu la situation. Simone Gbagbo libre, à la résidence de Laurent Gbagbo, l'émotion était visible ce mercredi sur les visages, y compris celui de Michel Gbagbo, beau-fils de l'ex-première dame. Mon sentiment, c'est normal, hein, naturel. Hein, vous le devinez vous-même. La joie, le contentement, voilà. Je suis extrêmement content. Voilà. Les Ivoiriens, dans leur ensemble, espèrent que cette amnistie contribuera véritablement à relancer le processus de réconciliation, un processus en panne depuis longtemps. Et 3 invités pour nous accompagner en direct de Rabat au Maroc. Toussaint Alain, consultant en communication politique, connu comme la voix de Gbagbo, l'ancien conseiller du couple Gbagbo. En direct d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, André Silver-Conan, journaliste et analyste politique massivement suivi pour ses décryptages politiques. Et sur notre plateau en direct de Washington, René Lake, consultant politique et au passage ancien conseiller d'Alassane Ouattara pour les États-Unis durant 2 décennies. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, René Lake. Bonsoir. Bonsoir à tous. René Lake, que retenir de cette amnistie faite par le président Ouattara? Pourquoi n'y avoir pas pensé plus tôt? En fait, bon, j'ai vu que même dans votre reportage, certains des intervenants disaient « Oh, j'aurais aimé que ce soit fait plus tôt ». Je ne sais pas si c'était vraiment possible, si les conditions le permettaient, parce que vous voyez, tout le monde n'est pas nécessairement satisfait de l'amnistie. Hein. Vous avez vu les réactions de la Commission internationale, la Ligue internationale des droits de l'homme,
qui a contesté, qui proteste en disant que c'est une insulte quasiment aux victimes. La Cour pénale internationale dit que ce n'est pas pour autant que ces poursuites vont s'arrêter. Donc tout le monde n'a pas le même point de vue. C'est toujours la difficulté face à des amnisties de ce type. Il y a toujours des contents, il y a toujours des mécontents. Donc les anciennes victimes souvent se sentent un peu trahies. Mais je pense que d'un point de vue du timing, je pense que le timing était plutôt bon. Je crois qu'Alassane Ouattara a consacré son premier mandat et la moitié du deuxième mandat à la reconstruction, au recoupement économique de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, il essaie de régler, au moment où il s'en va, les questions politiques. Je pense que le timing est plutôt pertinent. En quoi cette amnistie peut-elle contribuer à réconcilier les Ivoiriens, André Silver-Conan? André Silver-Conan? Je ne vous entends pas. Je me tourne donc vers Toussaint Alain. Toussaint Alain, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Oui, donc le cas de... Je suis avec vous, je vous entends, madame. Oui, le cas de Simone Gbagbo, il est très particulier. Elle a été accusée de crimes contre l'humanité. Elle a été acquittée en mars 2017. Un acquittement qui a été cassé par la Cour suprême en juillet dernier pour la renvoyer devant la même juridiction. Que veut dire concrètement sa remise en liberté aujourd'hui ? Je voudrais d'abord saluer la remise en liberté de Simone Gbagbo après 7 années de détention, trop longue à mon goût et avec un caractère un peu trop arbitraire. Mais c'est l'acte politique posé par le président Ouattara que je veux relever. Je pense que c'est un geste très fort dans un contexte politique explosif, un contexte social également très tendu. Et la libération de Mme Gbagbo ainsi que de centaines d'autres prisonniers politiques peut aider à ramener un peu de paix dans le pays. Pour moi, c'est un acte important. Bien entendu, on peut l'interpréter de diverses façons, mais le plus important, c'est la libération de ces personnes-là. Vous savez, comme on dit chez nous, en Afrique, lorsqu'il y a un incendie, on regarde rarement la qualité de l'eau qui éteint le feu. L'essentiel aujourd'hui, que Simone Gbagbo ainsi que d'autres détenus soient en liberté. Et je voudrais vraiment remercier le gouvernement ivoirien pour cet acte très fort. C'est noté. André Silver-Conan, vous êtes avec nous? Il n'est pas avec nous, donc je me retourne vers René Lake. Est-ce qu'une réconciliation peut être possible sans la liberté de Laurent Gbagbo? Alors là, c'est une autre question. Je ne suis pas certain que le président Ouattara ait une marge de manœuvre importante sur cette question-là. Et franchement, je pense qu'il n'en a aucune. Tout dépend de ce qui va se passer à la CPI. Je vais me tourner vers Toussaint Alain. Du coup, la même question. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'une réconciliation peut être possible sans la liberté de l'ancien président? Naturellement, Laurent Gbagbo, le président Gbagbo, fait partie du processus de réconciliation qui doit être forcément inclusif. L'on sait les conditions dans lesquelles il a été transféré à la Cour pénale internationale à l'issue d'un conflit qui concernait des Ivoiriens. Et une partie des acteurs soupçonnés de crimes a été déférée devant la juridiction internationale. Aujourd'hui, il appartient au Conseil de sécurité de l'ONU de prendre la mesure de la situation en Côte d'Ivoire. Cela fait un peu plus de 7 ans que le pays traverse une situation sociale extrêmement difficile sur fond de tensions politiques. Et Laurent Gbagbo doit nécessairement retrouver la liberté et revenir dans son pays. Et je pense que le gouvernement ivoirien peut prendre l'initiative de solliciter le Conseil de sécurité afin que l'ONU, et cela est prévu d'ailleurs par le traité de Rome, prenne les dispositions qui permettent de mettre fin aux poursuites visant le président Gbagbo. Je reste avec vous. Le président Ouattara a déclaré il y a quelques années ne plus vouloir transférer d'Ivoiriens à la CPI. La justice ivoirienne étant opérationnelle. Toussaint Alain, qu'en est-il de Laurent Gbagbo? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il soit jugé en Côte d'Ivoire? Non, je pense que si le président Gbagbo est remis en liberté par la Cour pénale internationale, cela pourrait d'abord, pour des raisons politiques, ne plus être suivi de poursuites devant les juridictions nationales.
D'ailleurs, je pense que c'était une hérésie de transférer des ressortissants ivoiriens devant la CPI, alors même que nous avons une justice ivoirienne qui peut fonctionner. Vous savez, la justice est le pilier, l'un des piliers essentiels de l'état de droit. Nous ne pouvons pas construire d'état de droit dans nos pays africains si nous sous-traitons chaque fois des dossiers judiciaires avec les juridictions internationales. Je ne pense pas, je ne suis pas dans la tête de M. Ouattara, mais je pense que lui-même a compris la difficulté qu'il y avait à maintenir Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé dans la prison de La Haye. Je pense qu'il ne va pas relancer des poursuites contre le président Gbagbo si la CPI relâchait le président Gbagbo. Laissez-moi me tourner vers donc André Silver-Conan. Certains parlent de justice à deux vitesses en Côte d'Ivoire. Des pro-Gbagbo se sont retrouvés emprisonnés. Qu'en est-il de ceux qui ont soutenu le président Ouattara et commis des exactions lors de la crise? Oui, ceux qui parlent de justice à deux vitesses n'ont pas tort. Peut-être même que c'est une justice à trois vitesses. Une chose est certaine, c'est que on a d'un côté des gens qui ont été poursuivis et de l'autre des gens qui n'ont pas été inquiétés du tout, alors que justement il y a une cellule spéciale d'enquête qui avait été mise en place par le président Alassane Ouattara, qui a produit des rapports et qui a même suggéré l'inculpation d'une bonne centaine de personnes, dont des officiers aujourd'hui supérieurs de l'armée proches du président Alassane Ouattara. Manifestement, cette posture devenait intenable pour lui-même, pour le président Ouattara lui-même. Et il faut décrypter donc ces mesures. Justement, dans cette amnistie, les exilés, les réfugiés, qu'est-ce qui est prévu pour eux? Personne n'a encore vu cette ordonnance d'amnistie, qui, il faut le rappeler, d'ailleurs ainsi constitutionnelle, puisque l'amnistie doit être réglée par une loi et non par une ordonnance. Non, personne n'a encore vu l'ordonnance présidentielle qui parle donc de l'amnistie, de sorte que on ne peut pas savoir exactement qui sont ceux qui sont aujourd'hui visés nommément. On a parlé de 800 personnes. Qui sont ces 800 personnes? Comment est-ce qu'elles ont été choisies? Il y a déjà une hérésie de droit qui consiste à amnistier un crime qui n'a pas encore été établi. Donc là, on est encore dans le flou total. René Lec, récemment, on a vu que l'Union européenne a dénoncé la situation sociale en Côte d'Ivoire, jusqu'à insinuer que la gouvernance ivoirienne était de façade. Ces amnisties auraient-elles un lien quelconque avec cette réprimande? Je ne sais pas si on pourrait dire ça, parce que des organismes internationaux et des pressions internationales sur le président Ouattara sur cette question, elles datent de plusieurs années, y compris en particulier en Afrique. Un certain nombre de leaders africains font pression depuis très longtemps sur Ouattara pour lui demander de décrisper l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire, en essayant déjà cette amnistie pour Simone Gbagbo et voir ce qu'il est possible de faire par rapport à la CPI, si tant est qu'il puisse faire quoi que ce soit. Donc je ne suis pas persuadé que cela joue un rôle particulier, d'autant plus que les performances économiques de la Côte d'Ivoire sont saluées par tous les organismes internationaux qui s'intéressent et qui se préoccupent de ce type de questions, y compris en Europe. Donc je ne pense pas que ce soit un facteur déterminant. Mais par contre, comme le disait l'un de vos invités, la tension politique, la tension sociale interne, ça c'est plus déterminant. Mais je crois qu'en réalité, Alassane Ouattara fonctionne vraiment sur son timing à lui. Et si vous regardez bien comment il déroule ses deux mandats, à la limite, il suit sa feuille de route au mois après, j'ai presque envie de dire. On va en parler de la politique interne. On revient après cette courte pause.
Et merci de nous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Nos 3 invités toujours pour nous accompagner en direct de Rabat au Maroc. Toussaint Alain, consultant politique, ancien conseiller du couple Gbagbo. En direct d'Abidjan en Côte d'Ivoire, André Silver-Conan, journaliste et analyste politique. Et sur notre plateau, René Lake, consultant politique et ancien conseiller d'Alassane Ouattara pour les États-Unis. Nos téléspectateurs ont réagi en ligne. Quelques commentaires Facebook. Alors, Youssouf Ouedraogo de la Côte d'Ivoire nous dit « Avec l'amnistie, c'est de l'apaisement. Reste à situer la juste mesure de la justice pour les 3000 victimes de la crise post-électorale pour qu'on en finisse avec ce douloureux épisode. » Et Alphonse Boaki de la RDC qui nous dit que toutes les annonces de restructuration de la commission électorale et autres vise à ouvrir l'espace démocratique en vue des élections locales très proches et des présidentielles de 2020. Toussaint Alain, est-ce que le président Ouattara a voulu prendre les devants de la réconciliation en sachant que ces derniers temps, Guillaume Soro et Henri Konan Bédié se sont illustrés sur la question? Toussaint, oui. Je pense que le président Ouattara a été sollicité. Le président Ouattara a été régulièrement sollicité par les forces vives de la nation, les chefs traditionnels, les associations, les ONG de la société civile et puis, bien entendu, les acteurs politiques qui ont régulièrement rappelé au chef de l'État la nécessité d'élargir ces centaines de détenus. Je voulais revenir sur des propos qui ont été tenus plus tôt. Je pense que l'Union européenne ferait mieux de se mêler de ces affaires parce que quand on voit la manière dont elle a géré l'affaire de la Libye en contribuant à l'assassinat du colonel Kadhafi, je pense qu'elle laisserait les Ivoiriens régler pour une fois leurs problèmes. Donc je ne pense pas que ce soit les rapports confidentiels de l'UE qui aient provoqué l'amnistie des prisonniers politiques, c'est la conjugaison d'une série d'actions menées à l'intérieur du pays par les acteurs politiques ivoiriens. C'est un travail qui a été fait. Il faut laisser les Ivoiriens dialoguer et M. Ouattara a été trop longtemps sourd aux appels. Et pour une fois qu'il fait montre d'ouverture, je pense qu'il faut l'en féliciter. On vous entend les problèmes africains réglés par les Africains. On vous entend. Concernant la politique interne, je voudrais enchaîner sur la politique interne. C'est très important. Oui, mais pour revenir sur cette politique interne, je voudrais rappeler en fait l'antécédent de cette politique en Côte d'Ivoire. Parce que pour gagner en 2010 face à Laurent Gbagbo, 5 partis ivoiriens s'étaient regroupés au sein d'une coalition. Il y a déjà le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie à la paix, le RHDP, qui compte 2 grands piliers. Le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, le PDCI, dirigé par l'ancien président Henri Konan Bédié, et le Rassemblement des Républicains, le RDR, parti de l'actuel président Alassane Ouattara. Fort de cette alliance, Alassane Ouattara a été élu en 2010 et réélu en 2015. Mais pour l'échéance présidentielle de 2020, la rupture est consommée entre le PDCI et le RDR. Alors, André Silver-Conan, où en sommes-nous avec le RHDP? Le RHDP aujourd'hui est une coalition amputée. Voilà. Alors, le RHDP de 2010, c'est donc une coalition forte qui est porté par le RDR d'Alassane Ouattara, le PDCI d'Henri Konan Bédié, l'UDPCI d'Albert Orcus Mabry et le MFA d'Innocent Natil Kobena, comme l'UPCI de Niamey Konan. Voilà. Alors, ce sont ces 5 formations qui composent le RHDP de 2010. Mais voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes dans un RHDP complètement amputé, quand bien même le pouvoir s'échine à dire, à le présenter comme unifié. Alors, vous avez le RDR d'Alassane Ouattara, et les Soro du RDR ne se sentent pas concernés par le RHDP unifié. Le PDCI, vous avez donc une partie amenée par Kobena Kwasi Adjumani qui a créé sur les traces de Fobani. Mais le PDCI, donc si vous voulez, la base du PDCI, amené par Henri Konan Bédié, ne se sent pas concerné par ce RHDP unifié. Vous avez donc le MFA qui est divisé et l'UPCI aussi qui est divisé. Donc tout le monde, ils sont tous divisés. Carrément, donc c'est le divorce. René Lake, que faire? Quelle lecture on fait de ce divorce?
Écoutez, moi personnellement, je pense qu'au fond, on est dans l'ordre des choses. Hein. Si vous regardez, qu'est-ce qui se passe? Alassane Ouattara, en décidant clairement, en annonçant, parce que je suis convaincu qu'il avait décidé depuis toujours, j'ai presque envie de dire, en annonçant clairement, publiquement, qu'il ne sera pas partant pour 2020, que c'est vraiment son dernier mandat, je crois qu'il devient un peu ce qu'on appelle dans les démocraties, un peu un lame duck. C'est très connu ici aux États-Unis. C'est en fait un peu la situation d'un leader, d'un président, d'un gouvernement, d'une administration dans une situation un peu inter-régime. Donc, vous annoncez, tout le monde sait que dans 1 an, dans 2 ans, vous ne serez plus aux affaires. Donc, vous perdez immédiatement une bonne partie de votre pouvoir, une bonne partie de vos capacités d'influer sur les choses. Donc, naturellement, dans ces situations un peu de lame duck, comme on dit ici, ce qui se passe, les coalitions au pouvoir, elles éclatent. Même parfois des partis politiques. Regardez en France, quand il était clair qu'Hollande ne se représenterait pas, son parti n'a même pas pu survivre, du moins en tout cas à éclater et à imploser même, on pourrait dire. Et c'est relativement normal, même dans les démocraties les plus avancées. En général, quand on arrive dans une situation où on est en fin de mandat, les gens commencent à se positionner, les alliés commencent à se positionner pour les élections qui suivent. Et je pense que c'est dans l'ordre des choses et qu'une coalition qui a quand même duré pendant 13 ans, avec le PDCI, je pense qu'on est dans un jeu démocratique qui est ça. Vous avez mentionné justement le message à la nation d'Alassane Ouattara à l'occasion de la célébration des 58 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il a déclaré vouloir travailler pour transférer le pouvoir à une nouvelle génération de manière démocratique en 2020. Toussaint Alain, qui aujourd'hui pourrait incarner la nouvelle génération dont parle Alassane Ouattara? Alors, je veux bien comprendre M. Ouattara, mais je pense qu'il revient au peuple de choisir les équipes qui dirigeront la Côte d'Ivoire. Ce que nous attendons de M. Ouattara est qu'il quitte le pouvoir en 2020. Et ce sont les Ivoiriens, à l'issue d'un processus démocratique que nous souhaitons transparent, qui désigneront, qui éliront ceux qui peuvent diriger le pays. Naturellement, la question de la génération n'est pas une question d'âge seulement. C'est une nouvelle façon de faire de la politique, une nouvelle vision, une nouvelle mentalité. C'est cela dont il s'agit. Et je pense qu'il y a des femmes et des hommes en Côte d'Ivoire en mesure de diriger le pays. Et j'espère que dans les mois qui viennent, ces nouveaux visages vont enfin apparaître et se manifester. André Silver-Conan, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que nouvelle génération, c'est lié à l'âge ou à autre chose? Non, le président Alassane Ouattara dit 2 choses. Hein. Il cite donc la jeunesse quand il parle des présidents Macron et autres, mais il ne dit pas très clairement qu'il compte donc passer le relais à une équipe plus jeune. Il dit nouvelle génération, ce qui en politique ne veut absolument rien dire. Parce que si vous voulez, il fait référence à Houphouët-Boigny dans un discours qu'il avait prononcé en 1962. Mais souvenez-vous que le président Houphouët-Boigny, après avoir fait cette déclaration tendant à faire croire qu'il laisserait le pouvoir à la nouvelle génération en 1962, est décédé au pouvoir 31 ans plus tard. Et René Lake, alors, vous avez entendu vos 2 interlocuteurs. Qui aujourd'hui peut incarner cette nouvelle génération en question? Écoutez, j'ai regardé vos illustrations. J'ai reconnu Tidiane Thiam, j'ai reconnu Jean-Louis Billon, j'ai reconnu Soro, bien entendu. Il y en a plein d'autres. Mabry, les gens du FPI, Afin Guessant. Il y a plusieurs jeunes, si on peut dire, acteurs politiques aujourd'hui qui vont certainement aller à la bataille dans un jeu ouvert. Donc moi je crois que c'est sûr que cette phase dans laquelle rentre la Côte d'Ivoire va être difficile. Ça va être difficile pour Alassane Ouattara de gérer cette phase, j'ai presque envie de transition, fin de mandat, surtout quand dans une situation de lame duck pour revenir sur ce concept-là. Mais je crois que c'est une très bonne chose. Le jeu est ouvert. Malgré l'éclatement de la coalition, je crois que ça va être intéressant et on va voir ce qui va se passer. Et c'est même une bonne chose, peut-être qu'il n'y ait pas nécessairement un dauphin mis en place sur la base d'alliances et de discussions, de petites manipulations politiques entre des leaders. Je crois que le jeu est vraiment ouvert et ça va être une bonne chose. André Silver-Conan, on parle beaucoup de ce parti unifié, mais qu'en est-il des autres challengers?
André Silva. Je n'ai pas entendu votre question. Oui, on parlait là du parti unifié, du divorce, mais qu'en est-il des autres challengers? Non, vous savez, aujourd'hui, nous partons vers une recomposition de l'espace politique, donc une tripolarisation, on va dire. D'un côté, on a le RHDP unifié amené par Alassane Ouattara et la nouvelle alliance que compte conduire Henri Konan Bédié, mais il restera l'opposition traditionnelle au pouvoir RHDP, c'est-à-dire le Front populaire ivoirien dans sa branche radicale, qui aujourd'hui sera porté par Simone Gbagbo. Donc, on part vers une tripolarisation de la vie politique. Bon, là, on fait un peu des supputations parce qu'elle n'a pas encore fait de discours, de propos à ce sujet. Mais tout ça, Alain, maintenant que Simone Gbagbo est libérée, quelle est la suite pour elle? Est-ce qu'elle sortira, elle fera la politique ou elle prendra la tête du FPI? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Oh, bien malin qui saurait les intentions de Mme Gbagbo. Si je m'en tiens simplement aux propos qu'elle a tenus hier, elle a parlé du combat qui continue, de la refondation qui reprendrait une autre dimension après une interruption depuis 2011. Donc je pense que Simone Gbagbo a sans doute, en tout cas, la capacité de se repositionner sur la scène politique. Elle en a la capacité ou les capacités intellectuelles et physiques. C'est une femme de pouvoir, une femme d'action, une femme engagée politiquement depuis sa jeunesse. Et je pense qu'elle est bien partie pour être en tout cas l'un des acteurs politiques majeurs des années qui viennent en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai une question pour vous qui peut sembler un peu controversée, mais est-ce que le scénario Jean-Pierre Bemba peut se passer en Côte d'Ivoire si Laurent Gbagbo est libéré avant 2020? Tout ça, Alain? C'est une question pour moi ou pour un autre? C'est pour vous. C'est pour vous. Oui. Si le président Gbagbo peut... Si le président Gbagbo peut se présenter à l'élection présidentielle de 2020. Ben écoutez, là encore, la décision revient au président Gbagbo. Ce que nous souhaitons, avant toute autre chose, c'est sa remise en liberté. Et une fois libre, alors il pourra clairement exprimer ses intentions politiques devant la communauté des Ivoiriens. Mais je pense qu'en politique, tout est possible, tout est ouvert. Et le chemin de la prison vers le pouvoir, Laurent Gbagbo l'a prouvé. Et cela n'est pas impossible. Mais une fois encore, la décision revient au président Gbagbo. René Lake, est-ce que vous croyez à un scénario à la Jean-Pierre Bemba en Côte d'Ivoire? Écoutez, j'avoue que ce scénario-là déjà m'avait personnellement beaucoup surpris. Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer sur ce terrain-là. Mais je ne vous cache pas que j'en doute fortement. Et encore une fois, je vous rappelle que quand même, là, il y a une épée Damoclès sur Simone Gbagbo avec la demande de la CPI. Donc je pense que tout ça va permettre de calmer le jeu et je pense de passer à vraiment une nouvelle génération, peut-être pas nécessairement au sens dans lequel Alassane Ouattara en parlait, mais de nouveaux acteurs, en tout cas plus les acteurs traditionnels que la Côte d'Ivoire a connus, qui sont Bédié, Ouattara, Gbagbo. Je pense qu'on aura peut-être de nouveaux leaders qui vont apparaître et qui vont être les principaux challengers de la prochaine élection. Mais encore une fois, on est dans la politique fiction ici, je ne saurais quoi dire. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre commentaire. Et c'est déjà la fin du débat. Merci à tous nos invités. Toussaint Alain, André Silver Conan, René Lake. Merci à vous de nous avoir suivis. Un clin d'œil à notre chaîne partenaire en Côte d'Ivoire, la RTI. Vous pourrez retrouver cette édition sur notre site internet et bien sûr, restez connectés sur notre page Facebook. Excellente suite de programme.